l'un des sens possibles de la vie sur Terre pour les hommes serait sans doute de pouvoir réaliser les choses. C'est ce que permet une incarnation. Pourquoi on a un corps? Qu'est-ce que nous permet un corps? Si l'âme, et je le pense de plus en plus, est distincte du corps, pourquoi est-ce qu'elle s'incarnerait? D'accord? Et ben moi je pense que si elle s'incarne, c'est pour nous permettre de réaliser les choses. Peut-être d'ailleurs que l'âme, si elle existe une fois de plus, hein, avec des précautions, indépendamment du corps, c'est un esprit pur et elle a sans doute besoin de son opposé, à savoir la matière, pour se connaître. Et d'ailleurs, quand on réalise des choses, quand on mène à bien des projets qui nous tiennent à cœur, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on se réalise. Donc l'être humain a besoin de réaliser pour se réaliser. Merci d'être avec nous et je sais que vous attendez cette émission parce qu'on en a beaucoup parlé avant son arrivée. Je sais également que vous allez commenter avec bienveillance, comme toujours, et partager l'ensemble de ce contenu. On va recevoir un homme que vous connaissez notamment au travers de ses ouvrages. Il va pas tarder à afficher plus de 20 ans, à peu près 20 ans, entre 18 et 20 ans d'écriture et notamment de best-seller, s'il vous plaît. Et il partage dans ses idées, ses réflexions sur la vie, évidemment, ses réflexions sur sa vision du monde, d'un monde, de notre monde, futur, présent, passé. On va parler avec lui. Et notamment de son 10e ouvrage qui est ici. C'est Laurent Gounelle himself. Salut Laurent, bonjour. Bonjour Marc. Merci d'être là. Je suis ravi. Plaisir. Merci. On parle évidemment de cet ouvrage qui s'appelle Un monde presque parfait, c'est aux éditions Mazarine. Je disais 18 ans, hein, entre 18 et 20 ans d'écriture. Écoute, j'ai pris la plume à 40 ans, j'en ai 57, bientôt 58 en effet, donc ça va faire 18 ans. 18 ans, et tu fais partie effectivement de ces auteurs très prolifiques. Ça marche. Paraît-il. Ça marche bien. Est-ce que de temps en temps tu t'arrêtes et tu regardes un petit peu dans le rétro pour voir tout ce que tu as écrit, tout ce que tu as réussi à proposer aux lecteurs et cette carrière d'auteur que tu as? Alors écoute, pour tout te dire, j'ai un regard assez sévère sur les livres que j'ai publiés. C'est vrai? Ouais, Mes critiques... Ouais, non, en fait, ce qui me motive de continuer à écrire, ce sont deux choses. D'abord, la volonté de continuer de partager ce qui me semble utile pour les gens, tu vois. Et puis, par ailleurs, il y a en moi une petite voix qui me dit, allez, maintenant, faut enfin écrire un bon livre. Tu oses te dire ça aujourd'hui? Ouais, je te jure. Ça, c'est incroyable quand même. C'est quoi? Alors certains dans le développement personnel appelleraient ça peut-être le syndrome de l'imposteur? Non, c'est pas ça. Je pense être à ma place, mais je suis assez exigeant, quoi. D'accord. Je suis assez exigeant avec moi-même. Ouais. Et je me demandais, comme un artiste chanteur par exemple, est-ce que un artiste pourrait réécouter ces titres d'époque? Est-ce que tu relis ce que tu as écrit? Jamais. Mais puis parfois j'oublie. Donc parfois on me pose une question concernant un passage ou un personnage d'un roman et en fait ça m'est sorti de l'esprit. Alors certains doivent penser que j'ai un nègre, que j'écris pas mes livres moi-même. D'ailleurs, tiens, ce serait intéressant de savoir de quelle manière tu écris, parce que dans toutes tes interviews, tu expliques qu'effectivement parfois des idées te viennent et ces idées, tu te demandes d'où elles viennent. Ouais. Oui, c'est-à-dire moi quand j'écris, il y a 3 phases. Il y a une phase créative pendant laquelle j'accueille les idées. C'est-à-dire les idées de scène, les idées de personnages. Et ça, c'est la plus longue, c'est le gros du boulot pour moi, ça dure 1 an et demi. Comment concrètement, tu fais quoi? À un moment donné, tu te mets à ton bureau et tu te dis, bon, alors, qu'est-ce qui vient? Alors, en fait, ce qui vient en premier, c'est le thème. Donc ça, je suis habité par un thème, par des idées, ça m'anime, je me dis, mais c'est utile d'en parler aux gens, il faut diffuser cette information. Donc là, c'est presque un impératif. Donc ça, j'ai même pas le sentiment de choisir, d'ailleurs. Ça s'impose presque à moi. Le gros du boulot pour moi, par contre, c'est en effet de trouver une histoire qui porte ça. Et ça fonctionne pas toujours. Hein. Parfois, je vais m'embarquer pendant quelques mois comme ça dans une histoire avant de me dire non, ça va être assez moyen. Donc, je prends tout et poubelle. Mais le gros du boulot, il est là. Ouais. Donc, pour répondre à ta question, moi, c'est plutôt en allant marcher que j'ai des idées. Okay. Parfois, je suis à mon bureau, mais c'est pas là que j'ai les meilleures idées. Donc, je vais marcher dans la nature. Je me pose une question avant d'aller marcher, tu vois, et puis j'oublie. Et puis ça vient spontanément. Je me pose aussi parfois des questions avant de me coucher le soir. Je me suis rendu compte qu'on avait énormément d'intuition au réveil. Quand on est dans cet état un peu entre deux eaux, tu sais, on n'est pas complètement réveillé, mais plus tout à fait endormi. Là, si on se pose des questions, en fait, waouh, ça jaillit, ça coule, tu vois. Et donc tu notes? Et donc après, je me précipite et je note, en effet. 10e donc. Yes. C'est le 10e, ce fameux roman d'anticipation avec ce titre évocateur, Un monde presque parfait. Tu as vu que nous, on a
intitulé l'émission « On pense avoir un pouvoir de décision ». On aurait pu mettre 3 petits points derrière, on aurait pu mettre un point d'exclamation, on aurait pu mettre un point d'interrogation. On peut laisser ça comme ça. Oui, oui, oui. Oui, et alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles, en effet, enfin, qui pourraient justifier le titre que vous avez choisi. D'abord, les biais cognitifs. Les biais cognitifs, ce sont ces mécanismes de la pensée qui altèrent notre jugement, qui nous laissent penser un peu naïvement, sans doute, qu'on prend des décisions tout à fait personnelles et même parfois cartésiennes, alors que c'est assez rarement le cas, en fait. Je peux vous donner un exemple de biais cognitif. Par exemple, il y en a un qui consiste à être influencé par les personnes d'autorité. Alors, on pense qu'une personne, sous prétexte qu'elle est en position d'autorité, je sais pas, peut-être un médecin, un préfet, je ne sais quel, une personne qui jouit de je ne sais quel titre un peu valorisant, avec des diplômes qui vont de pair, que nous n'avons pas. Et du pouvoir. Et du pouvoir, parfois aussi, on se dit, bon, bah, attends, si lui ou elle dit ça, bah, c'est sans doute vrai, quoi. Et non, pas forcément, quoi. Pas forcément. Et donc, inconsciemment, on est poussé à aller dans le sens de ce que dit cette personne et ne pas remettre en question ce qu'elle dit. Voilà, ça c'en est un. Il y en a d'autres. Il y a après aussi le fait d'être influencé par l'avis de la majorité. Inconsciemment, on pense que la majorité a raison. Donc, il y a plein de gens qui vont dans un sens ou qu'une opinion sur tel ou tel sujet, on est influencé malgré nous, en fait, malgré nous. Ouais. Et il y en a plein comme ça. Les psychologues en ont identifié 250 des biais cognitifs. Ouais, c'est ça. Et tu dis d'ailleurs que longtemps, tu as voulu conserver un pouvoir de décision total dans ta vie, ouais, qui est ça fait illusoire. Illusoire. Ouais, c'était une époque où, en fait, alors c'était il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans, oui, plutôt 20, où je pensais, enfin, c'était important pour moi même de me dire, je suis un peu maître de ma vie, maître de mon destin, et c'est moi qui dois choisir, en fait, mon chemin. Mais c'est tu sais que dans le développement personnel, c'est ce qu'on rabâche à longueur de temps. Vous avez le libre arbitre. Ouais. Et vous pouvez prendre vos propres décisions. De toute façon, in fine, c'est vous qui décidez. Alors ça, c'est vraiment le développement personnel à l'américaine, où on vous dit, voilà, il faut avoir un objectif dans la vie, puis s'y tenir, et puis il faut prendre un chemin le plus droit possible pour atteindre cet objectif. Et ça te parle pas? Ah non, pas du tout. Non, vraiment pas. Ah, ça pouvait me parler un petit peu il y a 20 ans, mais plus du tout maintenant. C'est bien d'avoir en effet des projets dans la vie, d'avoir une direction, bien sûr, et il n'y a pas de mal à ça, naturellement, mais c'est pas intéressant que la vie soit rectiligne, en fait. C'est pas intéressant que ce soit trop facile, c'est pas intéressant d'être sur un chemin qui va nous amener tout droit à ce qu'on veut obtenir. Parce que l'intérêt, en fait, et on s'en rend compte, mais avec l'âge, tu vois, j'ai 57 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Non. Ah non, d'accord. Je vais avoir 58. mais c'est pas tant finalement l'atteinte de l'objectif qu'on peut se donner qui est la plus intéressante, c'est le chemin. Et le chemin est beaucoup plus intéressant si il est pas rectiligne justement, et notamment s'il est parsemé d'écueils, si on rencontre même des embûches, enfin tu vois. Et des échecs. Et des échecs. Voir si on va jamais à l'objectif parce qu'on se prend le mur, quoi. C'est pas agréable. On n'a pas envie de vivre ça. Et pourtant, c'est assez essentiel. Parce que c'est quand on est vraiment face au mur que on apprend à se connaître. On est un peu obligé de se connaître, tu vois, pour se réinventer. Et ça, ce sont des choses précieuses dont on ne peut pas faire l'économie dans la vie, en fait. Est-ce que ça veut dire que tu es évidemment un partisan, un adepte et un pratiquant du au jour le jour? Il n'y a pas de projection future? Si, les deux, je dirais. Les deux, en général, c'est intéressant, en effet, d'avoir des projets, parce que sinon, on ne va pas réaliser grand-chose dans la vie. Et je pense que si nous venons sur Terre, je vais prendre le conditionnel, parce qu'en fait, on n'en sait rien, mais l'un des sens possibles de la vie sur Terre, pour les hommes, serait sans doute de pouvoir réaliser les choses. C'est ce que permet une incarnation. Pourquoi on a un corps? Qu'est-ce que nous permet un corps? Si l'âme, et je le pense de plus en plus, est distincte du corps, pourquoi est-ce qu'elle s'incarnerait? D'accord? Et ben, moi, je pense que si elle s'incarne, c'est pour nous permettre de réaliser les choses. Peut-être d'ailleurs que l'âme, si elle existe une fois de plus, avec des précautions, indépendamment du corps, c'est un esprit pur et elle a sans doute besoin de son opposé, à savoir la matière, pour se connaître. Et d'ailleurs, quand on réalise des choses, quand on mène à bien des projets qui nous tiennent à cœur, qu'est-ce qu'on dit? On dit on se réalise. Donc, l'être humain a besoin de réaliser pour se réaliser. Quand tu parlais justement de l'âme, on sent que c'est un peu touchy parfois, et tu viens de dire à l'instant un mot qui est intéressant, c'est que j'y pense et j'y crois de plus en plus. Oui. Ça veut dire que tu évolues dans cette spiritualité-là? Oui, moi je suis fils de scientifique et de culture scientifique, donc à l'origine, j'avais une vision plutôt matérialiste de la vie, sans doute quand j'étais très jeune.
Même si j'ai toujours, en fait, pas tout à fait, j'ai quand même toujours cru qu'il y avait quelque chose. Alors moi, j'appartiens pas vraiment à une religion, même si j'ai été estampillé à la naissance, on m'a pas demandé mon avis. Mais je pensais qu'il y avait quelque chose quand même, mais ça m'intéressait pas plus que ça, honnêtement, quand j'étais jeune. Et c'est vraiment en avançant en âge, donc passé 30, 40 ans, que je me suis intéressé à la spiritualité. Et à cette notion d'âme, justement. Je me suis dit, est-ce que ce que disent certains scientifiques est vrai, à savoir que la conscience, qui est synonyme pour moi, la conscience ne serait qu'un sous-produit du cerveau, ou pas? Ou est-ce que la conscience, l'âme, comme le veulent les bouddhistes, par exemple, serait indépendante du corps, quoi? Et je le crois de plus en plus, en effet. On peut pas avoir de certitude dans ce domaine. Il y a que les religions qui vous disent, voilà, il y a une vérité, c'est comme ça, quoi. Voilà, mais si on s'intéresse un peu aux EMI, enfin tout le monde s'est plus ou moins intéressé à ça. On sait qu'il y a les aveugles de naissance qui, lorsqu'ils vivent une expérience de mort imminente et qu'ils reviennent à la conscience après, vous disent j'ai vu pour la première fois de ma vie. Ils sont capables de décrire leur corps, capables de décrire le personnel soignant et même ce qui se passait dans la pièce à côté. On n'a pas l'explication, si ce n'est que peut-être que la conscience n'est pas enfermée dans la boîte crânienne. Et ça a bousculé le rationaliste que tu étais. Ouais. Oui, forcément, parce qu'à ce moment-là, je me dis, le corps, donc, n'est pas qu'un ensemble d'atomes, assemblés en molécules qui forment des organes appelés à disparaître. Le corps, peut-être, va disparaître, ça c'est certain. Mais peut-être qu'il y a autre chose que le corps. Alors, revenons, évidemment, sur cet ouvrage, qui, je rappelle, s'appelle Un monde presque parfait. Le pitch, il est simple, il y a deux communautés. Yes. Deux communautés. D'un côté, il y a les réguliers et les exilés. Il y a deux héros, David et Ève. Ouais. Voilà. David, c'est le régulier. On va voir ce monde un peu particulier. Voilà. Ce monde-là, c'est le monde d'aujourd'hui, presque. Ouais, donc dans 5 ans, quoi. 5 à 10 ans maximum. Ouais. Donc c'est un roman d'anticipation, mais pas tant que ça, en fait. Parce que 5 ans, c'est demain, quand même. Oui, c'est demain. T'aurais pu dire, allez, il faudra quand même 15, 20, 30 ans avant. Non, c'est dans 5 ans. Oui, c'est 5 ou 10 ans, maxi. Ça va aller très, très vite, quoi. Très, très vite, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. On va y revenir, ouais. Donc voilà, donc en effet, c'est une société hyper développée, hyper connectée. Les gens ont une vie facile, on est assisté par des applis dans tous les sens, par des robots. On trahit pas, évidemment. L'intelligence artificielle a remplacé 80% des métiers, ce qui est complètement en cours. Mais vraiment, c'est pour les années qui viennent. Ça va aller très très vite. Et puis il y a une petite partie de la population dans ce roman qui a décidé de résister, entre guillemets, de se dire ça c'est très bien, vos outils de haute technologie, mais nous on veut revenir en contact avec notre nature humaine, vivre dans la nature. Donc ils sont allés investir une petite île qui était déserte, côté inhabité, et puis ils ont fait sécession. Donc on a ces deux communautés qui se parlent plus, chacun vivant à sa manière. Mais ils vont se rencontrer. Mais ils vont se rencontrer parce que voilà, il y a une intrigue qui va relier deux personnages issus chacun de. Alors ces deux mondes-là, évidemment, sont des mondes mais totalement opposés. Si tu devais choisir l'un des deux, tu irais où? D'abord, je pense qu'aucun des deux n'est parfait. Et c'est ça qui est intéressant, je dirais, et qui est sans doute la vérité. Parce qu'on peut avoir tendance, quand on rejette quelque chose ou quand on prend conscience des problèmes dans un monde, dans une société, de tout rejeter et de vouloir l'opposer. Mais l'opposé est rarement la solution, en fait. Et donc là, j'ai en effet créé deux mondes assez opposés. Et je pense que sans doute l'idéal serait de réconcilier ces deux mondes. Là, oui, aux outils de haute technologie. Là, on aurait tous du mal à se passer de notre téléphone et de certains autres outils technologiques. Mais il faut que ça reste nos serviteurs. Il faut pas que ça devienne nos maîtres. Et en l'occurrence, il y a une bascule qui est en train de se faire. Ouais, quand je dis nos maîtres, c'est pas qu'on va devenir l'esclave des robots, bien sûr, mais c'est par contre que notre conscience, puis on parlait de conscience il y a un instant, est de plus en plus happée par ces outils. Je pense bien sûr aux écrans, aux réseaux sociaux, à tout ce que tu veux, Et donc, on détourne notre attention de nous-mêmes, de notre intériorité, de notre corps, voire de l'instant présent de ce qui se passe. Et j'ai quand même le sentiment que te concernant, tu es plus dans les exilés, quand même. Oui, c'est clair. Non, mais c'est vrai. Si vraiment il fallait choisir et qu'on ne pouvait pas réconcilier, moi je suis un homme de compromis. J'aime faire des liens et prendre ce qu'il y a de bien partout. Et si vraiment il fallait choisir, oui, je préférerais en effet aller vivre dans la nature et me débarrasser de tout ça. Et débarrasser, oui, parce que t'es pas très présent sur les réseaux sociaux. J'ai remarqué. C'est pas ton truc et ça t'empêche pas de vendre des centaines et des centaines d'ouvrages. Justement, sur ces nouvelles technologies, tu disais, on risque pas d'être dirigé ou commandé par des robots. Pas sûr de ça. Quoique.
Si tu lis Laurent Alexandre, par exemple, qui a beaucoup écrit sur l'intelligence artificielle, hein, c'est un médecin, comme chacun sait, il explique qu'en fait, à un moment donné, parce qu'on va programmer donc des IA pour qu'elles gèrent l'intérêt d'un pays, par exemple, elles peuvent à un moment donné prendre le dessus, quoi. Et comme évidemment, elles seront très, très rapidement beaucoup plus performantes que nous, y compris sur le plan intellectuel, à un moment donné, on peut se retrouver en compétition malgré nous, quoi. Même si on a créé ces outils pour nous servir, à un moment donné, il peut y avoir une bascule. Alors, il y a quelqu'un qui est venu sur ce plateau que tu connais peut-être, qui s'appelle David Perrou. David, tu connais David Je Perrou? connais pas, non. Alors, David Perrou est un Suisse et qui a mené beaucoup, c'est un ancien chef d'entreprise qui a plutôt bien réussi et qui a mené quelques enquêtes sur l'intelligence artificielle. OK. Et il est allé voir un petit peu et il s'est questionné. Et il dit qu'on ne doit pas être inquiet de l'intelligence artificielle, tout simplement parce que l'intelligence artificielle n'aura pas deux choses chez nous, n'aura pas l'intelligence intuitive, Oui, ni c'est exact. l'intelligence émotionnelle. Bah, c'est exact. Oui, en effet, une machine n'aura jamais ni émotion ni intuition, ça c'est certain, je dis la même chose mot pour mot, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas être inquiet d'ailleurs. C'est peut-être en effet ce qui nous restera, moi je le pense. Maintenant, c'est pas pour ça que la vie ne sera pas compliquée avec l'IA, quoi. Mais je suis pas pessimiste, hein, pour autant. Moi, mon intention, ma démarche, c'est d'inviter chacun à prendre conscience de l'évolution de la société, qu'on prenne un peu de recul et se dire, OK, est-ce que c'est une évolution souhaitable? Est-ce que je veux aller dans ce sens-là? Ou est-ce que j'ai quelques décisions à prendre, moi, dans ma vie, pour me réapproprier mon existence? Et je te pose ces questions. Il est là mon point de vue, quoi. Bah, par exemple, tu vois, moi, je suis très vigilant par rapport aux écrans, dans l'utilisation des écrans. Pour toi, pour tes enfants? Pour moi, Pour mes toi enfants, ça va de soi, quoi. Il y avait pas d'écran avant 11 ans, avant l'entrée au collège. Ah ouais. Ah oui, vraiment pas. Mais on n'a pas de télé à la maison, rien, Ah quoi. oui, d'accord, ok. Oui, oui. Mais de toute façon, ça vient pas de moi, hein, tous les neurologues le disent. Bien sûr, non, mais bien sûr. L'écran, c'est l'ennemi du développement d'un enfant, quoi. Moi, ce qui me rend triste, tu vois, c'est de voir des gens, par exemple, qui ont un bébé de 2 ans et demi, qui commence à pianoter sur un écran. Et ces gens-là s'émerveillent en se disant, c'est extraordinaire, on va en faire un ingénieur. Ils réalisent pas que c'est tout le contraire, quoi. Ils sont en train de saper son avenir, quoi. Donc, pas d'écran avant 11 ans pour les enfants. Et après, un contrôle. C'était jusqu'à 15 ans, c'était 20 minutes avant le repas du soir, pour te dire, quoi. Voilà, vous avez le droit d'allumer ça, pour être en contact avec les... C'est chaud chez les Gounel, hein, c'est pas... Non, pas du tout. C'est pour être en contact avec les copines, ça c'est important, en effet. Donc, voilà, c'était sur un réseau social pour communiquer, parce que les jeunes communiquent comme ça maintenant, donc, on peut pas aller contre le sens de l'histoire, quoi. Mais il fallait le limiter dans le temps. Et puis maintenant qu'elles ont toutes les deux 15 ans pour l'une et 17 ans pour l'autre, on les laisse libres, mais on a énormément communiqué sur quel était l'impact d'un écran ou d'un réseau social sur le cerveau, quoi, sur la production de dopamine. Enfin, je peux en parler si tu veux, quoi. Et quel effet ça a sur elles, quoi. Et sur nous, d'ailleurs. Bah, en fait, en quelques mots, la dopamine, c'est une hormone, un neurotransmetteur, quoi, qu'on appelle vulgairement l'hormone du plaisir, qui est naturellement sécrétée par le cerveau par exemple, quand on réussit une action. Voilà, tu t'investis pour préparer cette émission. Si cette émission est réussie, eh bien, à ce moment-là, tu seras légitimement satisfait et il y aura sans doute une décharge de dopamine. C'est vrai. Et la fonction de la dopamine, c'est de te motiver pour renouveler cet effort. Parce que c'est un effort de préparer une émission, c'est du boulot, quoi. Faut t'investir, quoi. Et donc, ça va t'encourager à renouveler cet effort. Les neurologues appellent ça le circuit de la récompense dans le cerveau. Sauf que nos téléphones, les réseaux sociaux, etc., ils te filent de la dopamine à la minute. C'est ça. Parce que dès que t'as une petite flamme, un pouce en l'air, un cœur, je ne sais quoi, un smile, un like, décharge de dopamine. Et au bout d'un moment, c'est tellement facile que notre cerveau produise une décharge de dopamine grâce à un écran que ça peut devenir de plus en plus difficile de t'investir dans ce qui te tient à cœur, ça va tes projets, tu vois, les projets professionnels ou personnels, d'ailleurs même un sport. Enfin, toute activité nécessite un investissement de soi-même, un effort, un investissement de temps. Mais si on peut avoir de la dopamine rapidement comme ça à la minute, voire à la seconde, avec des outils technologiques, ça va être très très difficile de s'investir dans ce qui pourtant nous permet de nous réaliser. Parce qu'il y a pas de mal aux réseaux sociaux, mais on va pas se réaliser dans les réseaux sociaux, quoi. Alors, justement, toi qui, au travers de tes ouvrages et de tes romans, ces romans d'anticipation notamment, qui questionnent ce public sur l'avenir de ce que notre société nous réserve, est-ce que tu es inquiet? Non, mais moi je suis un optimiste lucide. Donc je pense qu'il faut réfléchir, prendre du recul, observer, comprendre, faire des projections et à partir de là,
partager de l'information pour que chacun décide. C'est là, moi, je crois au pouvoir de décision. Je disais tout à l'heure, il faut pas tout maîtriser dans sa vie parce qu'il y a des choses, en effet, qui nous échappent, mais néanmoins, on a un pouvoir de décision. Et c'est important de se le réapproprier à une époque où, justement, on a tendance à l'abandonner au profit d'applis ou de règles gouvernementales ou de normes ISO, machin, dans les entreprises où, finalement, tout le monde décide un peu à notre place, quoi. Il faut se réapproprier notre pouvoir de décision. Et à ce moment-là, l'avenir sera radieux, y compris avec certains outils qui, une fois de plus, resteront à leur place, une place de serviteurs et qui ne viendront pas les maîtres de notre esprit. Et quand tu vois la tournure des choses, tu restes quand même cet homme optimiste parce que ce dont tu parles, évidemment, tu le mets en place dans ta vie de tous les jours et dans ton cercle, inévitablement, Oui. c'est correct. En revanche, si on le prend à l'échelle de l'humanité, tu restes quand même avec cet optimisme? Écoute, je veux être confiant. J'en sais rien, je connais pas l'avenir. Je veux être confiant pour plusieurs raisons. Et la principale, c'est que c'est important. Tu sais, il y a des physiciens quantiques qui disent que le futur, quelque part, existe déjà. Il y a même des théories, tu sais, de multivers dans lesquelles le passé, le présent, le futur existeraient déjà dans des univers parallèles. C'est pas, en fait, c'est au stade d'hypothèse. Mais en tout cas, il y a certains physiciens quantiques qui disent le futur existe déjà sous forme de potentialité. Et il semblerait, faut prendre le conditionnel, parce que ça n'a pas été prouvé, mais il y a quand même une forte présomption que la projection de nos consciences humaines, et a fortiori si elles sont nombreuses, soit vers l'une de ces potentialités futures, la cristallise. Et donc finalement qu'on soit un peu co-créateur de notre futur. C'est pour ça que c'est important d'être confiant. Tu vois. Ça veut pas dire se voler la face, se mettre la tête dans le sable, et se dire oh non, tout va bien, je m'occupe de rien. Non, il faut, c'est pour ça que j'écris aussi, il faut parler, il faut avoir conscience d'un certain nombre de choses pour pouvoir décider en conscience. Et à ce moment-là, voilà, c'est important d'avoir confiance, tu vois. La conscience pour la confiance. Alors du coup, je suis en train de me questionner parce que quand on regarde le visuel qu'on a mis, on pense avoir un pouvoir de décision. Oui. Est-ce qu'il est juste ce titre? Eh bien, c'est difficile de répondre. Je parlais des biais cognitifs tout à l'heure qui nous laissent l'illusion du fait qu'on décide. Il y a autre chose aussi, c'est qu'en fait, en nous, on a un pouvoir de décision qu'on utilise très peu, qui est basé sur une capacité pourtant naturelle, mais que la plupart des gens ignorent, c'est l'intuition. Voilà, c'est un peu ce que tu évoquais tout à l'heure par rapport aux capacités que les machines n'auront jamais. Nous avons en nous cette capacité. L'intuition, c'est quoi? C'est accéder de manière spontanée, directe, immédiate à une vérité, en fait, à une information, quelle qu'elle soit. On a cette capacité, mais la plupart des gens l'ignorent. Ça se manifeste dans le corps et ça remonte à notre esprit. Alors aujourd'hui, il existe même des méthodes réelles pour aller sur commande vers une information, pour obtenir une information. Et en fait, ça nous permet de prendre de bonnes décisions, en fait, parce qu'on a une information de qualité qui vient pas de ce que disent les autres, des choses qu'on a lues, de l'influence des autres, du système, de la société, de ce que tu veux, quoi, tu vois. Donc je pense qu'on gagne tous à nous réapproprier notre intuition, en plus à retourner en contact, à nous reconnecter avec notre corps, parce que ça se passe dans le corps. D'où une fois de plus l'utilité d'éteindre le plus souvent les machines, les écrans, les portables. Quoi. Revenir dans le corps, la méditation aide beaucoup. Être à l'écoute de son corps, de ses ressentis. Moi, par exemple, quand j'ai une décision à prendre aujourd'hui... J'allais te poser la question. Okay. C'est quoi? J'attendais que tu termines pour te poser précisément cette question. Je te laisse la poser, alors. Non, vas-y. C'était justement ça. Je dis, comment est-ce que toi, cette intuition te parle? Oui. Bah, écoutez, avant, moi, comme je suis de culture scientifique, avant, j'allais lister des critères pertinents à prendre en compte pour la décision en question, les pondérer éventuellement, ou hiérarchiser tout ça. Et puis, par rapport aux différentes options qui pouvaient s'offrir à moi, j'allais voir à quel point elles répondaient ou pas à chacun des critères. Donc, ça rendait la décision complexe, si elle se voulait rationnelle, tu vois, cartésienne. Et puis parfois, ça a donné une bonne décision, parfois pas, quoi. Aujourd'hui, je suis plus comme ça. Waouh. Aujourd'hui, je me pose une question. Je me dis, ok, comment je le sens? Comment je le sens? Et si j'ai plusieurs options, ok, je vais prendre la première option. Comment je le sens? Et je suis à l'écoute de mon corps. Au moment de mes ressentis. Physiquement. Physiquement. Alors parfois, je le mets en dehors de mon corps. Ça, c'est une technique que ma femme a mise au point. Il y a 3 options, par exemple, sur un choix à faire. Tu représentes une ligne virtuelle au sol. Ouais, et tu imagines que c'est ton chemin de vie si tu as pris l'option 1, d'accord? L'option 1, option 1, voilà, c'est ton chemin de vie. Donc tu imagines que tu as pris cette décision, tu essaies de le ressentir intérieurement, puis tu te lèves et tu parcours quelques pas sur qui représente une ligne de vie virtuelle, une fois de plus, c'est symbolique, tu vois. Mais tu essaies de ressentir, néanmoins, comme si c'était vraiment ta vie et que tu parcourais ta vie. Tu fais un bout de chemin, si c'est par exemple pour décider d'un projet à une échéance de 5 ans, ben, tu parcours quelques mètres chez toi qui vont représenter ces 5 ans. Et avec toujours une question, c'est ok, comment je sens ma vie avec cette option?
Après, tu retournes au point de départ, tu te secoues un peu dans tous les sens pour changer l'état interne. Et puis, pareil, option 2. Je prends l'option 2. Voyons, alors j'imagine, ouais, c'est décidé, c'est pris. Voilà, ça, c'est ma vie, c'est mon chemin de vie si je prends l'option 2. Je me lève, je parcours ce chemin et j'arrive au bout des 5 ans, si c'est une échéance à 5 ans, en me disant, et comment je le sens? Comment était ma vie avec cette option 2? Même chose avec les autres options s'il y en a d'autres. Et en fait, c'est assez facile à ce moment-là, par comparaison, de ressentir différents états internes et de savoir finalement où est notre place. Sauf que ça, ce sont souvent des décisions ou des schémas de vie à moyen long terme, puisque tu prends sur des échéances de 5 ans. Mais si l'intuition, tu dois la rechercher, la ressentir ou la voir là, maintenant, parce que la décision se prend maintenant, comment tu travailles ça? Écoute, je peux te raconter une anecdote. On est en septembre 2019, mon éditeur m'appelle. J'étais en train d'écrire un roman qui s'est appelé Intuitio. Il m'a dit, est-ce qu'il sera prêt pour une parution en octobre 2020? J'ai répondu oui, tout à fait. J'avais fini toute la phase créative, j'étais plus qu'en phase d'écriture, ça va durer 6-8 mois. Donc je lui ai dit oui, tout à fait, ce sera prêt sans aucun problème. Et j'avais à peine formulé ma réponse, il était toujours en ligne, hein, que je ressens quelque chose de très très lourd dans mon ventre et vraiment désagréable. Donc je lui ai dit écoute, le roman sera prêt, mais j'ai pas envie de le publier en octobre 2020. Je le sens pas. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Okay. Il me répond écoute, c'est pas très rationnel tout ça, mais si tu veux pas le sortir en octobre 2020, je vais pas te forcer, tu veux le sortir quand, ce livre? Je dis, écoute, on va décaler de quelques mois, on va le mettre au printemps 2021. Puis là, je me sentais un peu apaisé à cette idée. Ok, donc c'est décidé. Moi, je finis d'écrire mon livre. 3 mois plus tard, le Covid apparaît sur Terre. 1 an plus tard, en octobre 2020, deuxième confinement, toutes les librairies de France étaient fermées. Waouh! J'ai pas eu cette information. Bien sûr. Mais tu as eu le ressenti. Voilà, il m'a suffi de me dire, ok, je le sens pas. Bon, bah, je creuse pas, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu au quotidien maintenant. Et ça veut dire que, oui, et c'est devenu presque instinctif, c'est-à-dire que c'est un automatisme. Oui, oui, c'est une habitude qui habitude. Qui devient presque un automatisme, en effet, tu vois. C'est pas si en ce moment je suis en tournée de promo, si on propose une émission que je le sens pas, j'y vais pas, c'est simple. En fait, la vie devient simple, en fait. Bon, alors merci d'être venu ici, hein. Tu l'as bien senti. Je l'ai bien senti. Tu l'as bien senti. C'est vrai que quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle, et d'ailleurs tu dis, et tu en parles beaucoup dans l'ouvrage, quand tu parles de toutes ces thématiques qui chamboulent, parfois qui mettent les gens, les états d'esprit des gens dans des situations extrêmes. Parfois, on s'inquiète énormément. Et la nouvelle génération, je trouve que nous, on a été épargnés évidemment par tout ça parce que ça n'existait pas. Oui. J'ai le sentiment que cette nouvelle génération, elle qui grandit avec ces intelligences artificielles et toute cette nouvelle technologie, j'ai le sentiment que moi, je suis plutôt optimiste par rapport à ça aussi. Cette nouvelle génération, tu vois, qui, à mon avis, grandit tellement dans cet univers-là qu'elle va s'adapter. Tu es d'accord avec ça? Oui, c'est possible. Et puis, on peut aussi être optimiste en regardant la nouvelle génération parce qu'on voit qu'il y a quand même un éveil des consciences. L'humanité évolue bien, moi, je trouve. On s'en rend pas compte parce que quand on allume la radio ou la télé pour certains, ou même qu'on regarde la presse, on voit comme d'habitude des mauvaises nouvelles, mais la presse a toujours étalé ces mauvaises nouvelles parce que ça fait vendre du papier ou de l'audimat, je ne sais quoi. Mais c'est pas parce que on nous met en avant des mauvaises nouvelles que le monde va mal. Il y a des choses qui vont mal dans le monde. Une fois de plus, je ne me voile pas la face. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont de mieux en mieux, dont on parle jamais. Et notamment sur le plan humain, moi, je suis assez frappé comme de voir l'évolution des mentalités des gens, de plus en plus de respect, je vois de plus en plus de gentillesse de la part de gens. Tu vois, même anecdotique, mais tu rentres dans une boutique aujourd'hui, la plupart des vendeurs, des vendeuses vont être polis, vont te dire bonjour, parfois même en te regardant dans les yeux, tu sens que c'est un vrai bonjour, tu vois. Il y a 30 ans, c'était pas ça, hein. C'est peut-être près de chez toi qui sont comme ça, les gens, parce que moi, je les vois pas dans les magasins. Ouais, je les vois pas tout de suite, les gens qui t'accueillent en te disant bonjour. Surtout à Paris. Tu vois, ça, c'est... Alors, c'est vrai que j'ai quitté Paris il y a 8 ans avec ma famille. Et t'as bien fait. Et ça change aussi. Ouais. Ça s'explique d'ailleurs, hein, parce que à Paris, il y a une telle surpopulation. Ouais, non, mais c'est sûr. Ça génère un effet protecteur aussi. Tu vois, les gens, s'ils sont plus individualistes, c'est aussi par protection. C'est pas qu'ils sont de mauvaises personnes. C'est un mécanisme de protection. L'intelligence artificielle est souvent synonyme d'un programme que tout le monde connaît, qui s'appelle ChatGPT. Ouais. Le fameux ChatGPT. Le fameux. Et je me dis, c'est quand même incroyable aujourd'hui que il y a des gens qui écrivent avec ChatGPT. C'est les auteurs. ChatGPT qui écrit pour eux, je crois. Exactement. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça, c'est inquiétant.
Mais ChatGPT, enfin, l'intelligence artificielle va remplacer la plupart des boulots, j'en suis absolument convaincu. Même le tien. Même le mien, ce sera l'un des premiers à disparaître. Oui, je pense. Oui. Ah oui. Après, je ne sais pas si les gens auront plaisir à lire un roman écrit par une IA. Moi, personnellement, pas. Mais je suis pas forcément représentatif de la population, je sais pas. Et pourtant, Laurent Gounel est optimiste. Son métier, sa fonction va disparaître, mais il reste optimiste. Et on peut pas savoir non plus, tu C'est vois. vrai, c'est vrai. Regarde les montres. Moi, je me souviens dans les années 70, quand sont apparues les montres affichage digital. Oui, c'est vrai. Mais ça a inondé le marché. Plus personne n'avait de montre à aiguille. Plus personne. Et on a prédit la mort des montres à aiguille. Toute l'industrie suisse était au bord de la dépression, de la faillite. C'est ça, ouais. Et aujourd'hui, bon, à part maintenant, il y a l'arrivée des montres connectées, mais en dehors des montres connectées, qui porte une montre à écran digital? Personne. Tout le monde a une montre à aiguille à l'ancienne. C'est vrai. Et d'ailleurs, autre exemple, on revient au vinyle. Oui, pareil, tout à fait. On revient au vinyle. Voilà. Le côté vintage revient. Voilà. Tu remarqueras que dans ce studio, on est aussi très vintage. Voilà. On revient aux fondamentaux. Mais oui. Aux basiques. Donc tu vois, à la fois on est dans une époque où il y a de la haute technologie qui prend un peu de pouvoir, et on devient complètement dépendant. Enfin, moi j'étais hier à Bruxelles, je devais enregistrer une émission de télé, au dernier moment c'est annulé parce que la télé a été hackée et tout était en rideau. La télé était en rideau, tous leurs ordinateurs étaient en rideau. Donc, tu vois à quel point on devient hyper dépendant de cette haute technologie. Et en même temps, à cette même époque, je n'ai jamais rencontré autant de gens qui disent « Ah, moi j'ai envie d'avoir un potager, par exemple. J'ai envie d'avoir un petit jardin, un potager. » Il y a même beaucoup de gens qui ont des envies d'autonomie, tu vois, de pouvoir vivre presque en autarcie, mais pas en autarcie en se coupant des autres, mais en se coupant du système, tu vois. Ne pas dépendre du système. Et ça, c'est nouveau. Quand j'étais gamin, personne raisonnait comme ça. Quel est l'appareil de nouvelle technologie dont tu ne pourrais absolument plus te passer aujourd'hui? D'abord, on peut se passer de tout, parce qu'un être humain n'a pas besoin de grand-chose pour vivre. Tu pourrais te passer de tout? Bah, pour vivre, on a besoin d'un toit, d'un potager, en effet, et de gens sympas autour, quoi. Non, j'aurais du mal, honnêtement, à me passer de mon téléphone et de mon ordinateur, parce que je les utilise au quotidien. Maintenant, j'ai vécu avant d'avoir un téléphone et avant l'ordinateur. J'étais pas forcément plus malheureux, quoi. Mais une fois de plus, je ne remets pas en cause, je ne remets pas en question l'usage de la technologie. Je dis juste, soyons vigilants quant à l'utilisation qu'on en fait, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de cet ouvrage, Un monde presque parfait? Que leur vie leur appartient, que leur existence leur appartient, et que leur pouvoir de décision n'est pas anodin, et qu'il ne faut pas l'abandonner trop vite à des applis, ou des machines, ou même à des gouvernements. Parce que décider, c'est un acte qui est au cœur de notre humanité, c'est ce qui nous permet d'exercer notre liberté, c'est ce qui nous permet de grandir et d'évoluer. Et finalement, quand je décide, quelque part, j'exprime qui je suis. Donc, faut pas l'abandonner, faut pas le perdre. Je tombais à l'instant, j'ouvrais comme ça le livre, et puis je vois à la fin, il y a nos confrères de chez Ouest France qui titrent Laurent Gounel, l'écrivain, qui nous veut du bien. Sympa. Ta marque de fabrique? Quelque part, oui. C'est vrai. T'es pas un auteur à polémique, t'es pas un auteur. Si, t'as été un auteur très engagé. Oui. Très engagé sur un ouvrage qui a fait. C'était Le Réveil. Ouais. Le Réveil. Ouais. Là, j'avais pris des risques. Ouais, j'avais pris de gros risques, mais c'était important pour moi de m'exprimer sur ce point. On peut dire en deux mots. Oui, bien sûr, vas-y. C'était au moment de la période Covid, quoi, bien sûr. Où j'étais quand même effaré de voir la façon dont on gérait tout ça, et ce qu'on imposait aux gens, plutôt que de les laisser libres de décider, une fois de plus. Et moi, j'avais autant de respect pour les gens qui décidaient de se vacciner, en l'occurrence, ou pour les gens qui décidaient de ne pas le faire. Sauf qu'en fait, on a rendu le truc hyper clivant. C'était quasiment, on était au bord de la guerre civile, quoi. C'était du grand n'importe quoi. Et je ne parle que de la vaccination. Tout était du grand n'importe quoi à cette époque. Et puis, il y avait les raisons de s'inquiéter, de comprendre ce qu'il y avait derrière, en fait, et qui poussait nos dirigeants à mettre ce genre de choses en place. Et ça me semblait important d'écrire, quitte en effet à prendre des risques. Mon éditeur de l'époque m'a dit, tu publies ça, t'es mort. Tu peux changer de métier, quoi. Tu vas perdre tous tes lecteurs. Ah ouais. Ouais, j'ai pris 15 jours pour réfléchir. Je me suis réveillé un matin, je me suis dit, si je le publie pas, je vais me sentir lâche toute ma vie. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, on publie. Est-ce que tu as ressenti le fait d'être catalogué ou mis dans une case? Non, pas tant. Bizarrement, pas tant que ça. Non, il y a eu quelques réactions violentes, mais très peu. Tu vois, même quand je vais sur les sites de vente
vente en ligne de livres là où les gens peuvent laisser des commentaires. Tu vois, je trouve qu'il a la même note que mes précédents romans. Et est-ce qu'il s'est vendu aussi bien que les autres? Alors un peu moins quand même. Maintenant, mon éditeur a tout fait pour le planquer, honnêtement. Ah ouais. Il était présenté en dernière page du catalogue Calman Levy. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà, C'était plus eux qui étaient frileux que toi. Les libraires, oui, avaient reçu un message qui était de pas en prendre de trop. Enfin, mais vraiment, hein, il a été planqué. Il y a plein de lecteurs qui m'ont dit on a eu un mal de chien à le trouver. Quoi. Et malgré tout, on a vendu 122 000 pour te dire en grand format. Juste en grand format, parce que c'est quand même un gros best-seller, on va dire, même moins que mes précédents livres. Ouais, clairement. Souvent, les auteurs, quand ils viennent faire la promo de leur ouvrage, disent, quand ils parlent du petit dernier, enfin dernier en date, ils disent c'est vraiment celui qui me ressemble le plus, c'est vraiment celui où j'ai tout donné, c'est vraiment celui où je parle le plus de ma vision du monde, de ce que je pense, de ce que c'est. Est-ce que c'est le cas? Écoute, oui, il y a une explication à cela, c'est qu'en fait, comme tout être humain, moi j'apprends au quotidien, donc j'évolue, tu vois. Moi, mon premier livre, L'homme qui voulait être heureux, je l'ai écrit il y a 18 ans. Je le réécrirai pas comme ça aujourd'hui, tu vois. Mais pas tout à la poubelle, bien sûr. Il y a plein de choses qui sont très justes, mais je dirais les choses différemment et j'ajouterai peut-être une autre dimension parce que j'évolue, comme tout le monde, quoi, tu vois. Donc celui-là correspond est le plus fidèle à ma pensée d'aujourd'hui. Dans 20 ans, tu le regarderas peut-être avec un autre œil. Forcément. Qu'est-ce qu'il te manque aujourd'hui dans la vie? Qu'est-ce qu'il me manque dans la vie? Écoute, alors ça peut sembler très, très utopique, mais ce qui me manque, c'est qu'on soit tous plus en paix, quoi. Tu vois, et ce serait tellement simple, en plus. Et pour ça, tu restes optimiste encore. Mais oui, parce que je pense que chacun de nous a un rôle à jouer pour ça, quoi, tu vois, parce que la paix, quand on dit la paix, on pense évidemment à la paix dans le monde, avec l'Ukraine, Gaza, etc., mais en même temps, il peut pas y avoir de paix dans le monde s'il n'y a pas de paix entre nous, dans nos relations au quotidien, et même de paix intérieure. Et peut-être même qu'il faut commencer les choses dans cet ordre-là, tu vois, commencer par trouver un équilibre intérieur, une harmonie intérieure, qui nous permettra d'avoir des relations harmonieuses avec les autres, et qui permettra au monde de vivre en paix. Est-ce que tu vis à la bonne époque? C'est une question que je me pose parfois. Je ne sais pas, mais en même temps... En même temps, t'y es, hein. En même temps, j'y suis, voilà. C'est sûr. Exactement. Mais tu as de la nostalgie? Écoute, j'ai de la nostalgie sur certaines choses, en effet. Tu vois, pas plus tard que ce matin, j'admirais un vieil immeuble. Je me disais quand même, il y a une certaine époque où les architectes étaient vraiment dans le sens du beau. Ils cherchaient à faire de l'esthétique, tu vois. Et puis parfois, alors pas toujours, je veux pas généraliser, mais il y a quand même beaucoup d'immeubles modernes, ce sont juste des horreurs. Alors on va dire la beauté c'est subjectif, oui, mais le ressenti intérieur, enfin tu demandes aux gens qui passent à côté de ce genre de bâtiment, ils se sentent mal si tu veux. Donc voilà, mais il y a plein de raisons en effet pour lesquelles je suis nostalgique, et en même temps, je l'évoquais tout à l'heure, je considère que l'être humain a quand même bien évolué sur beaucoup de points, tu vois, et donc de ce point de vue-là, je suis quand même heureux de vivre mon époque. C'est extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus s'installer sur ces canapés et qui disent l'inverse de ce que tu dis, en tout cas c'est leur ressenti, en disant qu'à l'époque, le fameux « c'était mieux avant ». C'était mieux avant? Mais je pense qu'il y a des choses qui étaient mieux avant, il y a des choses qui sont mieux aujourd'hui, tu vois, on peut pas généraliser. C'est une fois de plus, tu vois, c'est un peu comme les vaccinés, les non vaccinés, c'est difficile, on saura avec le recul qui avait raison, enfin tu vois, et peu importe quoi, tu vois, donc moi ma philosophie c'est plutôt de prendre ce qu'il y a de bien dans chaque modèle, dans chaque idée, dans chaque conviction et dans chaque époque, pourquoi pas. Pourquoi est-ce qu'on prendrait pas ce qu'il y avait de mieux avant? Il y avait des choses qui étaient clairement mieux avant, tu vois. Et il y a des choses qui sont clairement mieux aujourd'hui. Et moi j'ai envie de réunir les deux. Et tu le fais au travers de tes ouvrages. En tout cas, tu questionnes. Je questionne. Tu questionnes et tu suscites évidemment la discussion. Est-ce que tu as écho de peut-être des familles qui, au travers de tes ouvrages, justement, ont engagé une discussion philosophique sur la vie, sur la manière dont ils vivent en famille ou des choses comme ça? Tu as des retours comme ça? C'est un peu tôt, hein, l'Olivier. Non, pas sur celui-là, mais sur les autres, par exemple. Ah oui. Parce que les retours que j'ai, oui, c'est souvent les gens viennent me dire à quel point ils ont changé de vie après avoir lu l'un de mes livres. Ça, c'est un grand classique. C'est encore hier en dédicace. Ouais. Et alors, je me demandais, quand un livre sort comme ça, est-ce que, il y a tout le temps de la promo, il y a beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. Est-ce que tu te refais des petites balades en forêt pour te dire quand arrive la suite de l'inspiration? En tout cas, j'ai besoin régulièrement de retourner dans la nature. Et pas plus tard que hier matin, j'étais à Bruxelles.
il y avait un petit jardin dans l'hôtel et de grands arbres par chance. Et en fait, je suis sorti quelques minutes seulement. J'ai pas beaucoup de temps, mais je suis allé respirer les arbres, respirer la nature. Et là, tu attends J'ai l'inspiration? besoin. Non, là, c'était Non pour me recentrer. Moi, la Pour nature aussi- d'accord. m'aide aussi à me recentrer, à retrouver, Ok. retrouver de l'énergie. Tu vois, c'est une forme de méditation, en fait, pour moi, la nature. Maintenant, j'ai déjà un thème qui m'anime pour un potentiel prochain livre. Waouh. Mais je laisse le temps au temps et surtout, j'ai pas du tout l'histoire qui pourrait le porter. Et plus, le gros du travail pour moi, c'est de trouver une histoire qui va me permettre d'incarner les idées dans des personnages, Ouais. ce qui va permettre au lecteur ensuite de se projeter dans ces vies fictives pour apprendre des choses et les ramener, s'ils le souhaitent, dans leur propre vie. Est-ce que c'est plus simple, l'écriture du roman, de passer par le style du roman, quand on veut véhiculer une information, une idée ou un concept, une philosophie de vie? Pour moi, ça me demanderait beaucoup moins de travail d'écrire des guides ou des essais. Ça, y a pas photo. Hein. Maintenant, je pense que, mais c'est ma vision. Je veux pas critiquer les essais. Il y a d'excellents essais que j'aime beaucoup aussi. Mais je pense qu'un roman peut être plus puissant parce qu'il y a il offre un apprentissage métaphorique. C'est pas hasard si depuis la nuit des temps, les hommes inventent des histoires et racontent des histoires et ont besoin d'écouter et de découvrir des histoires. Donc on aime les romans ou qu'on aime les films, en fait on aime les histoires, on aime les histoires parce qu'à travers la vie d'autres personnages, finalement, on apprend des leçons de vie, on apprend comment vivre. Et l'être humain a soif de ça, de savoir comment vivre. Et ce sont les histoires qui nous apportent ça. Et la grande difficulté de cet exercice, sans doute, c'est l'histoire avec les personnages, le message que tu veux véhiculer. Oui. C'est peut-être ça qui est Et ce qui est difficile à équilibrer. très dur, c'est d'avoir d'abord le thème et de chercher l'histoire. Ce serait beaucoup plus simple de faire le contraire. De dire, tiens, j'ai envie de raconter l'histoire d'une femme ou d'un homme qui fait ceci. Et après de me dire, tiens, voyons, je peux raccrocher quel thème à ça. Sauf que moi, voilà, je suis habité par un thème, donc c'est ma motivation, elle est là. Je veux partager des idées, en fait, il me semble-t-il, pour les gens. Et donc, il faut que je trouve une histoire qui va me permettre de mettre ça en scène. Bon. David et Ève vont bien? Oui. Ce sont les deux protagonistes, évidemment, des camps, des réguliers et des exilés. J'ai toujours voulu te demander ta définition du bonheur. Voilà. Si t'en as une. C'est une question difficile. Ouais. Et là aussi, alors je vais te répondre. Hein. Ouais. Et je pense que ma réponse n'est pas celle que j'aurais pu ou que j'ai pu d'ailleurs formuler sans doute il y a 15 ans à l'apparition de l'homme qui voulait être heureux, tu vois, parce qu'une fois de plus j'ai évolué, y compris dans ma vision des choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dirais? Je dirais, d'abord, le bonheur est un état. Donc, comme tout état interne, il est fluctuant. Donc, faut pas croire que le bonheur, c'est quand on est heureux le jour où en permanence on est zen ou euphorique de lever au coucher. Non, c'est pas ça, un être humain. Okay. En revanche, par contre, on peut apprendre à revenir vite dans un état positif ou serein. Si on est décentré, c'est normal d'être décentré peut-être par une mauvaise nouvelle, par une agression verbale ou autre, d'accord? Alors, ma définition du bonheur, je pense que le bonheur est le fruit d'un équilibre entre l'être et le faire. Donc l'être, ça va être plus la capacité de savourer l'instant présent, d'être présent déjà dans son corps et dans sa vie, donc présent à soi, présent aux autres autour de nous, présent à l'environnement, à la nature s'il y a de la nature, et apprendre à apprécier ça, sans se projeter toujours vers le futur en disant mais je serai heureux au prochain week-end, aux prochaines vacances, à la prochaine promotion ou je ne sais quoi encore, d'accord? Donc ça c'est pour la dimension être, vraiment apprendre à être et à savourer le simple fait de vivre qui est quand même assez inouï quand on y pense. D'abord ça dure pas et c'est exceptionnel quand même. Donc savoir l'apprécier, faire. Ça, c'est vraiment la dimension réaliser les choses, comme j'évoquais tout à l'heure. Si l'âme, en effet, existe indépendamment du corps et s'incarne, c'est pour nous permettre de faire des choses. C'est ce que permet un corps. Donc, réaliser. Et le bonheur se trouve à ce moment-là quand on réalise des choses qui ont du sens pour nous. C'est celui qui va faire des choses juste pour gagner de l'argent, par exemple, il va foirer sa vie, forcément. Il aura de l'argent, il sera content, il aura du plaisir, mais il sera pas heureux, quoi. On est heureux quand on réalise des choses qui ont du sens pour nous. Et pour ça, il faut entrer un peu en introspection, écouter son cœur, écouter son corps, savoir qu'est-ce qu'on sent par rapport à nos idées, nos projets, quoi. Et être quelque part aligné entre nos envies profondes, ce qu'on a envie de réaliser, de faire dans cette vie, et les actions qu'on met en œuvre, effectivement. Et tu l'es, aligné. Ah oui, aligné, oui, je le suis. Oui, tout à fait. Ce qui veut pas dire, une fois de plus, je peux pas être décentré à un moment dans une journée. Tu te rends compte, c'est une chance.
Non, c'est pas une chance, c'est Moi, je un, trouve pas, c'est un c'est- travail, je dirais. c'est aussi un travail, c'est sur soi, sûr. Bien hein. sûr, c'est un travail sur soi. Enfin, je veux dire, être capable de dire aujourd'hui, il y a peu de gens qui sont capables de dire, moi, je suis aligné. Oui, je suis pas un sage non plus. On hein, est bien tu vois, d'accord. Mais t'as une parole de sage. En tout cas, je cherche sincèrement à avancer sur un chemin de sagesse. Mais ouais. je suis aussi conscient et lucide. C'est le travail d'une vie, voire de Et plusieurs. à l'inverse, qu'est-ce qui te rend triste aujourd'hui? Ce qui me rend triste, ben, ça rejoint un peu ta question précédente sur, tu vois, ce qui me rend triste, c'est les conflits, c'est la misère, c'est de voir des gens malheureux, notamment de voir des gens qui sont malheureux alors qu'ils pourraient être heureux. Là, j'ai des raisons personnelles et familiales à ça, si tu veux, mais quand une personne a en elle le pouvoir d'être heureuse, d'être épanouie dans son existence, et qu'elle ne l'est pas, ça me rend, moi, particulièrement malheureux, tu vois. Est-ce que tu te considères comme un privilégié? Bah oui, évidemment. Je suis un privilégié d'abord parce que je suis né dans un pays en paix. Je suis un privilégié parce que j'ai eu le droit d'aller à l'école. J'ai des parents qui ont accepté de financer des études. Parce que j'ai des parents qui ne me battaient pas. Enfin, il y a plein de raisons qui font que je suis un privilégié. Évidemment, je suis lucide par rapport à ça. Ouais. Et ça, t'es en pleine gratitude. Oui. Oui. C'était un vrai bonheur d'échanger avec toi, Laurent. Comme toujours. Lisez le livre, le dernier, le petit dernier, Un monde presque parfait, aux éditions Mazarine de Laurent Gounel. En attendant le 11e. Tu sais que c'est quand même la classe, ça. Quoi? D'avoir sa propre bibliothèque. Ah oui. Avec ses propres ouvrages. Je trouve que c'est vraiment la classe. Non, mais c'est sérieux. Ouais. Dans mes bibliothèques, il y a surtout d'autres livres que les miens. Évidemment. Non, mais oui, j'espère que tu regardes quand même de temps en temps et que tu te dis quand même, waouh. Non, même pas? Non, Si, je tu suis pas devrais, trop du si, genre si. à me regarder le nombril. Merci infiniment, Laurent. Merci, Marc. Merci. Lisez, partagez, commentez comme toujours et on aura le plaisir de reparler de Laurent s'il nous fait l'amitié de sa visite une nouvelle fois. À très bientôt pour une prochaine rencontre. Salut.